le journal. Merci de choisir Al Mouridia TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue pour le journal. Les titres à retenir pour cette édition: la journée mondiale de la population a été célébrée ce 11 juillet. Une population mondiale estimée à 9 milliards d'ici 2030. Les États doivent maîtriser la forte croissance démographique en donnant des réponses concrètes à une bonne croissance économique. Notre focus Ramadan porte sur les nafilas, des prières surérogatoires à Touba, marquées par le récital du Saint-Coran. Sur l'international Grèce, la Grèce et les créanciers trouvent enfin un accord de sortie de crise. Comme je le disais tantôt au sommaire, la journée mondiale de la population a été célébrée ce 11 juillet. Une population qui sera donc estimée à 9 milliards d'ici 2030, d'où l'urgence donc d'une bonne planification des ressources donc du monde. Ces chiffres ont été donnés donc à l'occasion de la célébration donc de la journée mondiale de la population, ici sur le thème au Sénégal, population vulnérable. Suivons le reportage de Abdoulaye Diagne et Serine Saliou Thiam. Le 11 juillet est célébré la journée mondiale de la population avec comme thème les populations vulnérables dans les situations d'urgence. Depuis 1987, année où la population mondiale est passée à 5 milliards, le besoin de prise en charge des populations est devenu une préoccupation des gouvernants. Nous venons de lancer les travaux sur le thème population vulnérable dans les situations d'urgence que nous offre l'occasion de la journée mondiale sur les populations pour réfléchir ensemble, partager sur la question de population et de développement d'une manière générale. Au Sénégal, d'importants actes ont été jusqu'ici posés pour protéger les couches vulnérables. La politique de développement, ces politiques découlent de la vision du plan Sénégal émergent, et notamment au niveau de l'axe 2, avec la prise en charge la prise en charge des besoins des populations, mais surtout à travers des stratégies particulières, notamment le programme national de bourse familiale, la couverture maladie universelle, la protection de l'enfance, ainsi que la carte d'égalité des chances. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, le Sénégal enregistre bien des efforts sur le plan de la gestion des inondations concernant les couches vulnérables, mais peut mieux faire en s'organisant. Quand il y a une inondation, il ne faut pas attendre forcément que l'aide vienne de quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir s'organiser déjà pour éviter, pour prévenir ces crises-là. Par exemple, les gens qui construisent dans les zones inondables, malgré les rappels qui continuent à rester, il faut que les jeunes eux-mêmes soient avertis. Dès qu'il y a une inondation, quels sont les premiers gestes à faire? S'il y a des femmes enceintes, il faut pouvoir les recenser pour savoir comment est-ce qu'on peut les mettre à l'abri, etc. Donc il y a des réflexes personnels que les gens doivent avoir par rapport à ce genre de crise. La prise en charge des populations devient de plus en plus problématique à l'heure où le monde compte 7 milliards d'âmes et que 9 milliards de personnes peupleront la Terre d'ici 2030. Les populations vulnérables dans les situations d'urgence est le thème donc de cette journée mondiale de la population qui a été célébrée donc samedi dernier. La rédaction s'est intéressée sur une certaine frange donc de cette population, les mendiants et les enfants de la rue qui s'apitoient sur leur sort. Ces derniers sont obligés de tendre la main pour subvenir à leurs besoins. Cheikh Adramé Diop, reportage.
Populations vulnérables dans les situations d'urgence ne sont pas seulement les victimes de catastrophes naturelles et humaines comme les inondations, les guerres et les maladies épidémiques. C'est aussi les populations qui vivent dans une précarité totale et dans un manque de subsistance criard. Ces personnes sont des mendiants, des handicapés, des enfants de la rue, des talibés. Safiatou Sambo et son compagnon d'infortune sont deux femmes qui partagent le même destin, la mendicité. Mais peut-être ce qui les ramène à ce stade est différent. Je mendie parce que j'avais des jumeaux et lorsque j'ai perdu l'un, une dame m'a confié deux jeunes filles qui se ressemblent, avec lesquelles j'ai demandé de l'aumône. Je mendie pour pouvoir me faire soigner. En quittant son village dans le but d'avoir de quoi se faire soigner, cette femme pensait pouvoir se bénéficier de la solidarité de la capitale, mais ce qu'elle découvre, c'est presque un cauchemar. Je suis ici il y a plus de 10 jours, mais je n'arrive pas à avoir 1000 francs. C'est une rupture de chaîne de solidarité, l'amour de la facilité, l'irresponsabilité de certains parents ou l'absence d'une politique sociale de l'État. Les populations font leur jugement. La responsabilité est un peu partagée, voir aussi les parents d'une part, parce que moi je ne peux pas comprendre comment tu peux avoir un enfant sans pour autant penser à l'avenir de cet enfant-là. Pour les adultes, bon, eux c'est la facilité pure et simple. Ils aiment trop la facilité parce que je ne peux pas comprendre. Tu as tes organes fonctionnels, tout va bien chez toi et tu te contentes de mettre sur les rues à demander de l'aumône. Ils sont en situation de handicap. Là, on peut comprendre parce que ce sont des diminués. Et même ça a été dit dans le Coran, un diminué, on doit l'aider. Cependant, au-delà du respect de la dignité humaine, c'est une question de santé et de sécurité publique, de l'urgence à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population pour les gouvernements de l'Afrique, en particulier du Sénégal, de trouver une solution par rapport à ce fléau. En 2015, la population mondiale qui est estimée à plus donc de 7 milliards, des tendances démographiques qui ont donc des incidents sur les croissances économiques. Il appartient ici aux chefs d'État de définir des politiques qui seront en phase, des politiques de développement qui seront en phase avec l'accroissement de la population. C'est du moins l'avis de Serigne Malik Salah. Il est ingénieur, statisticien, démographe. Il est joint par téléphone par Moussa Nia. Serigne Malik Salah, vous êtes ingénieur, statisticien et démographe. Aujourd'hui, le 11 juillet, Journée mondiale de la population. Et quelle est l'importance d'une journée pareille recommandée par le Programme des Nations Unies pour le développement depuis 1999? Voilà, cette journée recommandée par les Nations Unies nous amène à repenser cette fameuse assertion qui dit que l'homme est au début et à la fin du développement. Et que donc tout le processus du développement est destiné à l'homme. Et tout ce processus est fait par l'homme. Donc il nous faut une parfaite connaissance de cet homme dans toute sa dimension pour pouvoir donc atteindre tous les objectifs déclinés par le système des Nations Unies. Voilà. Pour que l'accroissement de la population n'impacte pas négativement sur le développement, que faut-il faire? Il faut avoir une parfaite maîtrise de cette population dans toute sa dimension, ce qu'on appelle habituellement dans le jargon, dans sa structure. À savoir, on est là à un temps T. Nous avons besoin de nourrir cette type de population répartis en âge, en sexe, en ethnie, en ceci, en cela. Et bien pour cela, donc, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Faire des projections, faire des prévisions en matière d'habitat, en matière d'éducation, en matière de santé, vraiment dans tous les domaines de la vie, pour qu'au finish, on puisse aboutir au bien-être. Parce qu'en fait, tout ce qu'on c'est le bien-être de l'homme. Oui. Serigne Malik Salah, je vous remercie. Merci.
Restons toujours dans ce registre de la célébration de la journée mondiale de la population. Deuxième grande agglomération du Sénégal, la ville sainte de Touba s'est illustrée par son taux d'accroissement de la population très élevé, un développement fulgurant qui s'est fait sur l'argument religieux. Une chronique signée Serigne Mohamedou Lamine Diouf. Une ville religieuse connue à travers le monde et dont la spécificité tient à beaucoup d'aspects, dont l'accroissement accéléré de sa population. Deuxième ville du Sénégal, Touba, une ville de l'interland sénégalais fondée par Cheikh Ahmadou Bamba en 1888, a durant un siècle d'existence bousculé la hiérarchie, dépassé les villes bicentenaires du Sénégal, doublé les escales portuaires, détrôné les villes à grande concentration de l'Ouest, y compris Dakar, la capitale, sur le plan de l'accroissement. Malgré les tentatives de l'étouffer de la part de l'administration coloniale, malgré son désenclavement à l'époque loin de toutes les voies de communication, avec des conditions climatiques des plus pénibles, nous assistons à une ville au développement vertigineux de la population sur la base de l'argument religieux. Nous avons à Touba des milliers et des milliers de familles qui sont venues répondre à l'appel du fondateur de la ville, Cheikh Ahmadou Bamba. Ô vous gens de la terre ferme, ô vous les gens qui habitez les îles, accourez vers le prophète qui est un océan de générosité. Il dira toujours, je lance un appel à tous les adorateurs vers mon pilier, le prophète sans rapatriement. Appel bien entendu qui s'est matérialisé par un flux migratoire constant et continu qui a fini par placer Touba au devant de toutes les agglomérations du Sénégal par le taux d'accroissement. Sanctuaire du mouridisme, cette cité bénite cristallise l'aspiration et l'espoir de tous les adeptes mourides, au point que ceux qui ne sont pas en mesure de vivre en font leur dernière demeure. Les prières que le fondateur a adressées aux occupants sont un argument de taille qui encourage chacun. Il avait dit, mes demeures et les voisins qu'on m'a choisi sont préservés de tout ce qui est générateur de disgrâce. Les exigences d'un établissement humain de cette dimension restent sans doute le challenge de la collectivité locale, dont le premier bailleur est sans conteste le khalife général des Mourides. Parlons à présent de toute autre chose, religion, notre reportage Ramadan qui porte donc sur les nafilas à Touba, où une grande affluence est notée dans les mosquées, dans la cité religieuse. La particularité de cette prière communément appelée Nafila est la lecture du Saint-Coran en entier. Suivons ce reportage. Grande mosquée de Touba, mosquée Darou Khoudoss, mosquée Darou Minam, mosquée Pencum Serigne Souhaïbou Mbacké. Il est 21h, l'heure des Nafila s'approche. Les talibés affluent vers les lieux de prière. Et c'est pour accomplir les Nafila, une prière recommandée durant le mois de Ramadan à la grande mosquée de Touba. L'imam qui dirige cette prière nous fait l'historique de ces nafila à Touba. am cosaan la ci l'islam waaye mu ñu yàgg a taxawee la fii ci Touba daanaka bi fi jumaa ji taxawee ba nga ni loolu mi ngi fii. C'est une vieille tradition de l'islam et ici à Touba, depuis l'implantation de la grande mosquée de Touba, nous faisons ces nafila. Serigne Matar Marimsi dirigeait la prière après son rappel à Dieu entre 1983 et 1984. C'est après que notre vénéré a pris sa succession. C'était sous l'égide de Serigne Abdoulahat Mbacké. Ainsi, il a dirigé la prière jusqu'en 2009. Après son rappel à Dieu est arrivé Cheikh Mouhamadou Lamine Ibn Serigne Fallou, une tradition et qui continue jusqu'à nos jours. La particularité de Touba pour cette prière de Nafila, c'est tout le Coran qui est récité durant le mois de Ramadan. Pour cette prière de Nafila, toutes les localités qui suivent les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba le font. Nous récitons tout le Coran durant le mois de Ramadan et comme il est de coutume dans l'islam et dans la sunna. Nous prions aux 12 rakas, nous y récitons 2 khissib plus ou moitié. Une fois le kamil terminé, on reprend si le mois de Ramadan est 30 jours, les nafila se font avec un kamil plus un quart des sourates. dañu daal tàmbaliwaat rek dañu daal tàmbaliwaat nga xam ne bu fekkee ne koor gi dafa mat fanweeri fan danañ naafila kaamil bi ak rubu kaamil bi maanaam kaamil boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bi ñu koy wax ab kaar. Les derniers jours du mois de Ramadan coïncident souvent avec la fin du récital du Saint-Coran. Des prières sont formulées. dañuy wax ne saa boo jàngee alquran ba kaamil bi àgg
Et il est dit que chaque fois après avoir récité tout le Coran, il y a des bénédictions à faire et ces bénédictions sont acceptées par le Seigneur. Moi personnellement, j'ai fait la remarque, chaque fois que mon parent arrivait à la fin du récital du Coran, il me disait de m'asseoir pour formuler des vœux et il me l'avait recommandé. Et c'est pourquoi à la fin, nous faisons ces prières. Les nafilas occupent une place importante dans le jeûne, car c'est au début du mois de Ramadan que le croyant formule l'intention de jeûner durant le mois béni ou le faire quotidiennement. Et chaque nuit à Touba, ce sont des milliers de talibés qui affluent dans les mosquées pour procéder à la prière. Et après... Restons toujours donc dans ce registre où les 10 derniers jours du mois de Ramadan renferment la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois, d'où l'invite donc de l'imam Serigne Fallou Mbacké ibn Serigne Guédé à l'endroit des talibés de multiplier les bienfaits en cette période. Je vous propose de l'écouter. Les recommandations que je vais donner aux talibés pendant ce mois de Ramadan, c'est l'importance que le cheikh donnait à ce mois béni, mais aussi le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Il faut multiplier les bienfaits, surtout lors des 10 derniers jours, comme il est appris dans les ouvrages islamiques, le prophète Mohammed paix et salut sur lui, multiplier ses prières vers le Seigneur en ces périodes. Il invitait même sa famille à en faire de même. Il formulait des prières durant ces 10 derniers jours, car c'est à ces périodes que l'on recherche la nuit de Laylatul Qadr. Même si il y a une nuit ici qui est célébrée pour cette fête, n'empêche, toutes les nuits, il faut se dire que c'est la nuit de Laylatul Qadr. Parlons à présent de la finance islamique, une alternative pour mettre fin aux crises économiques et financières. Un panel a réuni experts financiers et universitaires, mais aussi donc ce qui a permis donc aux participants de mieux étudier donc la finance islamique, sa réglementation, ses contraintes, mais aussi ses perspectives, nous dit Cheikh Adramé Diop. Réglementation bancaire et pratique de la finance islamique dans l'espace UEMOA, contraintes et perspectives, c'est le thème du panel qui a réuni ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, experts, chefs d'entreprise, usagers des banques et professeurs d'université. Ce panel est organisé par la Faculté des sciences économiques et de gestion, le Centre de recherche en gestion des entreprises et la Compagnie indépendante de la finance islamique en Afrique. Cette rencontre permet aux organisateurs de montrer les opportunités qu'offrent les finances islamiques. Et à partir du moment où la réglementation bancaire est une réglementation surtout tournée vers les besoins de la finance conventionnelle internationale et ignore totalement la finance islamique, nous avons jugé utile de poser le débat aujourd'hui sur les contraintes réglementaires et juridiques pour essayer de dégager des pistes de solutions à partir desquelles nous pourrons faire des suggestions aux autorités politiques, monétaires et aux autorités bancaires pour qu'on essaye de voir comment un jour arriver à aménager un espace qui soit adapté à la finance islamique. En effet, la finance islamique est une alternative pour lutter contre les crises économiques et financières et donner l'occasion à la finance classique bancaire de se réajuster. La finance islamique a fait une croissance à 2 chiffres et elle est forte de 2000 milliards de dollars. C'est évident dans ses principes, comme dans ses produits, comme dans ses méthodes, c'est une finance qui respecte l'homme d'abord. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas l'exclusivité des musulmans. C'est une finance qui se veut universelle, au service de l'humanité. Et si vous regardez cette finance, vous voyez qu'elle est de loin supérieure à la finance conventionnelle occidentale. Parce qu'elle respecte l'homme, elle met l'homme au centre de tout. Et justement, c'est une finance dans laquelle les risques sont partagés entre le banquier et le client. Alors que dans la finance conventionnelle, tous les risques reposent sur les épaules du client.
Les acteurs de la finance islamique veulent s'imposer au Sénégal. C'est pourquoi la compagnie indépendante de la finance islamique en Afrique a signé un protocole d'accord avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour former les enseignants, ensuite les étudiants sur ces techniques afin de faire cette finance la seule alternative au niveau national. C'est une finance, comme l'a dit aussi mon prédécesseur, qui est éthique. C'est une finance qui a résisté pendant la crise financière qu'on a passée parce que c'est une finance qui a montré, de par ses caractéristiques, son éthique, vraiment sa réalité, parce que à travers certains principes que la participation perte et profit, à travers l'asset backing, à travers le filtrage qu'on fait donc à la finance islamique, ce sont ces éléments-là qui ont permis à la finance islamique de faire ses preuves et d'avoir une progression à 2 chiffres. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, les actifs financiers islamiques sont plus de 2000 milliards de dollars à travers le monde, alors qu'en 2010, ils étaient à peu près à 826 milliards. Populations vulnérables dans les situations d'urgence ne sont pas seulement les victimes de catastrophes naturelles et humaines comme les inondations, les guerres et les maladies épidémiques. C'est aussi les populations qui vivent dans une précarité totale et dans un manque de subsistance cruelle. Ces personnes sont des mendiants, des handicapés, des enfants de la rue des talibés. Safi Atousambe et son compagnon d'infortune sont 2 femmes qui partagent le même destin, la mendicité, mais peut-être ce qui les ramène à ce stade est différent. Ce reportage de Cheikh Adramé Diop boucle donc la première édition et la première partie du journal. Tout de suite, la seconde partie qui sera dominée par l'actualité internationale. Nous démarrons avec la Grèce. Après plus de 17 heures de discussion entre les chefs d'État de l'Union européenne et le gouvernement grec, une solution de sortie de crise a enfin été trouvée. Un accord a été trouvé à l'unanimité entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Eurogroupe et la Grèce au bout de plus de 17 heures de discussion. Des négociations marathon qui se sont conclues par une triple conférence de presse du président du Conseil européen Donald Tusk, de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Jeroen Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe. Il y a des conditions strictes à respecter. L'approbation de plusieurs parlements nationaux, y compris le Parlement grec, est maintenant nécessaire pour que commencent formellement les négociations dans le cadre du mécanisme européen de stabilité, expliquait Donald Tusk. Néanmoins, cette décision donne à la Grèce une chance de revenir sur la bonne voie avec le soutien de partenaires européens. Depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le cas grec, la Commission n'a cessé d'insister sur le fait que nous ne saurions accepter une quelconque forme de Grexit. Il n'y aura pas de Grexit. Le président de l'Eurogroupe, le ministre néerlandais des Finances, est allé un peu plus loin dans les détails. Une partie de cet accord prévoit qu'un fonds sera mis en place, dit-il. Des actifs seront transférés à ce fonds. Le fonds devra monétiser ces actifs soit en les privatisant, soit en les rentabilisant. Either by privatizing or by running the assets and trying to make money from those. Cet argent sera utilisé pour gérer la dette et la réduire. En outre, il sera utilisé pour le remboursement des charges de la dette et la recapitalisation des banques. Ce fonds de gestion sera finalement basé en Grèce et serait doté de 50 milliards d'euros, dont 25 qui seraient uniquement consacrés à la recapitalisation des banques grecques. Au total, le nouveau plan d'aide pourrait s'élever à 86 milliards d'euros. Après la Grèce, l'Iran, autre accord cette fois-ci sur le nucléaire iranien vers un aboutissement des négociations entre les grandes puissances et Téhéran afin donc de lever l'embargo sur la vente d'armes et de missiles à l'Iran soit effective. Un accord imminent sur le nucléaire iranien. Les négociations seraient sur le point d'aboutir à Vienne entre les grandes puissances et Téhéran. Un texte qui aurait une portée historique et viendrait mettre un terme à un conflit diplomatique de plus de 12 ans. Il n'y aura pas de prolongation. On a fini, j'espère. Ça va prendre du temps. On a encore du travail, lance le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Les pourparlers sont en cours depuis 2 semaines dans la capitale autrichienne. La question de l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran restait le principal point d'achoppement.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait part de son optimisme. D'après le ministre allemand des Affaires étrangères, il ne reste plus que quelques éléments à régler pour conclure un accord solide. Le ministre russe des Affaires étrangères est retourné à la table des négociations à Vienne. Presque tous sont sûrs d'une issue positive à l'hôtel Cobourg dans les prochaines heures. Sergueï Lavrov avait affirmé qu'il ne rejoindrait les discussions qu'une fois un accord en main. Euronews, Vienne. C'est sur ces informations internationales donc que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h, ce sera donc le journal en Wolof. 22h30 le journal en français. Mais d'ici là, passez une excellente après-midi en compagnie de nos programmes. Le journal.